Bonjour tout le monde, on est jeudi, il est 20h12 quand je commence à enregistrer cette vidéo, j'ai 2 jours pour la monter et pouvoir vous sortir une vidéo dans la semaine. Donc on va essayer de faire un rattrapage de ce début d'année vite fait, ça fait des années que je me dis il faut que je fasse des rattrapages régulièrement dans l'année pour en avoir des moins gros à faire à la fin de l'année. J'ai donc essayé de prendre ma résolution, je n'ai pas tout fait des films sortis depuis le début de l'année ou des films qui m'intéressent en général, mais j'en ai fait une bonne partie et j'ai même inclus un petit film qui est sorti en décembre qui est La femme de chambre, ou La femme de ménage, je sais plus comment ils l'ont appelé, c'est The Housemaid en version originale. Donc voilà, je vais passer en retour vite fait quelques films et quelques séries que j'ai vus depuis le début de l'année. Et comme il faut que j'arrive à monter la vidéo à temps, donc pour ce week-end, je vais pas non plus traîner pendant des heures. Donc voilà pour le petit programme de cette vidéo. Commençons donc par le film de Park Chan-wook, le réalisateur de Old Boy notamment, qui revient avec un remake du film de Costa Gavras, Le Couperet, qui peut-être était un bouquin d'ailleurs à la base, mais je crois que ça doit être vraiment par rapport à Costa Gavras, parce que le film est dédié à Costa Gavras à la fin dans le générique. Donc je pense que c'est vraiment par rapport à son film. Ça reprend donc la même histoire. Un mec qui travaille dans le papier, qui perd son emploi, qui va essayer d'en retrouver un dans le même domaine, parce que c'est évidemment ce pourquoi il est formé et c'est ce dans quoi il a toutes ses connaissances. Et il va se mettre en tête de tuer les différents concurrents au poste qu'il vise pour pouvoir avoir le poste. Donc, c'est du coup un récit sur évidemment une partie de lutte des classes, notamment à quels extrêmes on est obligé d'arriver dans le monde capitaliste actuel pour essayer de garder son job. C'est augmenté en plus par l'ajout de l'IA dans l'histoire. C'est-à-dire que contrairement au film de Costa Gavras, à l'époque, il y avait un côté cyclique où ce mec-là essayait d'obtenir le poste et tu comprenais qu'il y avait d'autres personnes derrière lui qui avaient sans doute le même projet. Dans celui-ci, le poste qu'il va obtenir au final, c'est un poste de supervision d'IA. Donc en fait, il y aura plus qu'un seul poste dans le truc, quoi. Il y aura même plus d'autres ouvriers dans l'usine. Et donc ça te montre aussi ce côté, en fait, notamment avec l'IA, on va être obligé vraiment de se bouffer les uns les autres pour essayer d'avoir encore un job, parce que tous les jobs vont commencer à disparaître petit à petit, quoi. C'est encore une fois, regardez ma vidéo sur l'IA par rapport au cinéma, c'est notamment grave dans le cinéma parce que l'art est une expression de l'être humain en particulier, donc c'est vraiment le dernier truc à remplacer par un truc fait par une machine. Ils ont un tout petit peu réduit par rapport au film, et je crois qu'il y a une petite dizaine d'assassinats à faire dans le film de Costa Gavras, et dans celui-ci ils l'ont réduit à 3 du coup, qui sont beaucoup plus importants, qui vont prendre beaucoup plus de temps. On va beaucoup plus voir à quel point ça travaille le personnage et les questions qu'il va se poser, etc., etc. Mais ça marche toujours aussi bien, je trouve. C'est vraiment un des films que j'ai le plus aimé dans cette sélection parce que tu sens qu'il y a un vrai réalisateur qui est derrière avec un vrai regard et c'est vraiment très très bien foutu. Ça commence par la belle journée avec un barbecue en famille dans le jardin, avec les enfants à table, avec les chiens qui se promènent. T'as un beau plan en grue qui part de la grillade, qui remonte petit à petit, qui arrive au 2e étage de la maison magnifique et d'architecte dans laquelle ils habitent, avec la gamine qui est en train de jouer du violoncelle sur la terrasse de l'étage, etc. Donc tu vois vraiment que le mec a absolument tout ce qu'il faut, et à la fin de cette scène, tu finis avec un plan qui est au ras du sol en contre-plongée, qui filme le ciel derrière, et dans le ciel, il y a des gros nuages d'orage qui débarquent, ça s'assombrit du coup, et avec le fondu, tu vois la couleur qui disparaît de ce plan également, et donc ça t'annonce le truc horrible qui va se produire ensuite, le mec qui perd son job, ce qui met en place du coup toute l'histoire qui vient ensuite. Pareil, il y a sa femme qui est avec lui au téléphone, et quand il lui dit qu'il a perdu son boulot, et elle fait « Mais t'inquiète pas mon chéri, ça va aller, tout va bien se passer, tu vas retrouver quelque chose, etc. etc. » Elle raccroche, tu vois le mec raccrocher, et quand tu reviens sur la femme, elle est dans le flou. Parce que tu vois qu'en vérité, elle est beaucoup plus travaillée que ce qu'elle a voulu faire croire, et donc c'est sa vérité émotionnelle qui s'exprime d'un seul coup dans ce flou, où elle disparaît parce que il y a quelque chose qu'elle cache un petit peu en elle. T'as une caméra aussi en contre-plongée quand elle récupère le courrier au début, qu'elle reçoit les premières lettres d'impayés par exemple, de factures. Et t'as la caméra qui a un angle très bizarre et qui va se mettre à tourner avec un autre angle très bizarre et tout est bizarrement cadré pour donner du coup ce sentiment de malaise, ce sentiment de tourbillon oui, notre vie est en train de partir en couille en fait, il y a un truc qui va plus du coup. Il y a tout un moment où il range les dossiers des personnes qu'il veut tuer dans une boîte. Et quand il referme la boîte, tu as une surimpression de son visage au-dessus de la boîte, ce qui montre du coup à quel point son projet est en train de commencer à envahir complètement sa tête et en train de complètement le définir par exemple, donc du coup il est projeté sur son objectif. Il y a de très jolies transitions en règle générale dans le film, des transitions avec des formes communes, des transitions avec des actions communes, par exemple des essuie-glaces entre 2 voitures différentes par exemple, des jolis timelapses, des plans où il y a un objet qui est très important qui est utilisé et du coup la caméra va être complètement centrée sur cet objet et va s'incliner avec et faire différents plans où l'objet est prépondérant dans le truc pour montrer que c'est quelque chose d'important qui se déroule du coup dans la vie de ce mec. De très beaux effets qui mettent en rapport des personnages qui sont pas forcément dans le même environnement ou le même personnage dans différentes temporalités. Il y a un moment où il est au téléphone avec sa femme et il y a un découpage de sa femme derrière, ça fait comme un split screen mais il n'y a pas de transition entre les deux images.
Et quand la caméra va se déplacer vers la femme, le mari va se déplacer de la même façon, avec le même mouvement de caméra. Donc il y a quelque chose de très joli du coup pour mettre les deux personnages dans le même cadre, et en même temps dos à dos, pour montrer qu'il y a quand même du coup fondamentalement un manque de communication entre les deux à ce moment-là, ce qui est encore une fois très joli et qui marche très très bien. Il y a un moment où on voit quelqu'un qui est en train de faire quelque chose quelque part dans un plan, la caméra va se lever et quand tu arrives à l'autre endroit, c'est un tout petit peu plus tard et tu vois le même personnage qui est en train de faire autre chose à un autre endroit, etc., etc. En termes de mise en scène, c'était vraiment excellent, les performances sont très très bonnes aussi. Le scénario est bien géré, il y a un petit côté un peu amoral, mais qui du coup reste quand même agréable à suivre. C'est honnêtement vraiment un des très bons films que j'ai vu dans ce début d'année, ça passe très 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 bien, je me suis jamais ennuyé. Donc ouais, je vous conseillerais le film, il y a aussi des passages assez drôles, assez hilarants. La première tentative de meurtre, il y a un truc complètement absurde qui se déroule par rapport à de la musique, par rapport à toute une engueulade, c'était plutôt bien foutu. Il y a un côté très caustique au film, et j'apprécie beaucoup les films qui ont un petit côté caustique comme ça. Donc ouais, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié dans ce début d'année, et je vous conseille absolument de le voir, aucun autre choix. C'est un meilleur Parasite, better Parasite. Qu'est-ce que le capitalisme force à faire? Qu'est-ce que l'envie de rester dans sa classe sociale peut amener à faire, par exemple? Je trouve que c'est un film qui marche beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez aimé Parasite, je pense que vous allez apprécier. Si vous avez vu Le Coup près de Costa Gavras, je pense que vous pouvez apprécier ce film-là aussi. C'est suffisamment différent et esthétiquement intéressant pour apporter un plus, une plus-value par rapport à l'original. Vraiment, ouais, très bon moment passé, je vous conseille de le regarder. Et ensuite, nous avons The Drama. Alors, je vais tout vous dire, je sors tout juste de la séance, là, en enregistrant le truc. J'ai passé ma journée à regarder des films et à tourner la vidéo, et je suis allé voir donc The Drama, là, à 22h30. J'ai mon petit McDo que je me suis commandé sur le retour pour bouffer, parce que j'ai quasiment pas eu le temps de bouffer de la journée. Et je suis légèrement sur les nerfs, parce que c'est une des pires séances de ma vie. C'est la première fois que le Dolby était par rapport au public qui discutait, et non par rapport au film. J'étais dans une salle avec 5 couples, grosso modo, et aucun d'entre eux n'était intéressé par le film. À ma gauche, un peu derrière moi, il y avait un couple d'Américains, donc ils sont habitués à parler pendant le film, parce que les Américains aiment beaucoup parler pendant les films. C'est pour ça que souvent les films d'horreur américains sont très bruyants au moment de l'horreur, parce qu'ils savent que les gens sont en train de parler entre eux et qu'ils regardent à peine ce qui est en train de se passer devant leurs yeux. Et du coup, il faut un son brusque pour les réveiller. Et ils ont parlé à voix moyenne, je dirais pas à voix haute non plus, mais c'était clairement pas à voix basse, c'était juste assez pour te faire chier en fait. Ils ont littéralement parlé pendant les 1h45 de film. À ma droite, il y avait un couple, un rang avant, qui a parlé sporadiquement pendant le film, on va dire pendant 5% du film, mais du coup, ça faisait un petit effet stéréo avec les deux. Et juste derrière moi, il y avait un couple qui a regardé des vidéos sur leur portable pendant le début du film. Ils ont vraiment arrêté que quand le logo A24 a débarqué. Avec le volume tranquille, tu vois, en pleine salle de cinéma, donc aucun problème. Et le mec du couple avait retiré ses chaussures et a foutu ses pieds sur les écoudoirs de devant pendant toute la séance. Et je tiens à préciser, aucune de ces personnes n'était adolescente, c'était tous des adultes, en principe responsables, qui sont censés faire attention aux gens autour d'eux et savoir ce qu'ils font, etc., etc. Donc c'était juste particulièrement mal élevé, et c'était extrêmement désagréable. J'étais tellement frustré en sortant de la salle, j'ai pas gueulé parce que toute la salle parlait, donc qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Et en sortant de la salle, j'étais tellement frustré que les gens qui parlaient sur le trottoir me frustraient. J'étais tellement sur les nerfs parce qu'ils m'ont fait chier pendant toute la séance. Malgré tout, je dois dire que The Drama était une séance assez sympathique. Ce serait bien d'essayer sans un public qui te fait chier à côté. Je pensais vraiment qu'à 22h30 je serais tranquille, mais non. L'histoire, c'est donc que Zendaya et Robert Pattinson sont en couple et vont bientôt se marier, et pendant une soirée où ils font une répétition de la cérémonie de mariage, la discussion avec leurs meilleurs amis part sur ce qu'ils ont fait de pire dans leur vie. Le film s'est un peu vendu sur la même stratégie marketing que Le Prénom de Laporte et de La Patelière. C'était la même chose dans Le Prénom, la bande-annonce, on te disait que le prénom était particulier, le nom du film c'est le prénom, mais il fallait que tu ailles voir le film pour savoir quel était le prénom, et c'était un petit peu tout le truc qui t'amenait voir le film. Et ensuite, tout le drama qui en découlait était la comédie et était le passage, le mordant du film. La grande question que je me posais, c'était donc qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour causer autant de débats et de réactions. En soi, je suis un tout petit peu déçu, je pensais que ça irait beaucoup plus loin que ça sur ce qu'elle a fait pour provoquer de telles réactions. Mais je comprends aussi que les réactions des personnages auraient sans doute été beaucoup plus entières et directes si le défaut qui était énoncé avait été beaucoup plus grave que ça. Et il fallait garder une possibilité de subtilité et de nuance pour que les réactions soient un petit peu différentes parmi les personnages, qu'il n'y ait pas un truc de clair et tout le monde réagit en un bloc et décide de faire la même chose au même moment. Le film va donc suivre comment est-ce que le petit groupe, donc les amis évidemment qui sont au courant, mais surtout ce couple qui va se marier, réagit à cette révélation.
Le film est intéressant en termes de mise en scène, c'est clairement du film A24 parce que c'est mis en scène de façon extrêmement émotionnelle. C'est-à-dire que les coupes et les images d'illustration sont beaucoup basées sur les émotions des personnages, plus que sur des trucs forcément concrets. Par exemple, quand ils se réveillent un matin, ils ont évidemment des questions qui leur tournent dans la tête, et ces questions vont être illustrées par des petits inserts qui illustrent les scènes qui se font dans leur tête en fait. Le personnage de Robert Pattinson va revoir des segments de la vie de leur couple, mais au lieu que ce soit Zendaya à côté de lui, ça va être la gamine qu'elle était à l'époque où s'est passé ce truc, et l'élément en jeu dans ce qui s'est passé, pour le coup, va être prépondérant à l'image. Il y a un moment où il y a une scène assez importante qui va commencer, la caméra va se rapprocher en faisant un travelling avant, mais extrêmement brinque-ballant. Donc la caméra est très instable et donc tu sens l'instabilité qu'il va y avoir pendant toute cette séquence. Il y a un truc très sensoriel aussi au début où elle a un truc où elle est sourde d'une oreille et donc tu vois certains plans qui n'ont pas de son parce que c'est le plan du côté de son oreille qui n'a pas de son par exemple. Donc il y a tout un tas de choses comme ça en termes de mise en scène qui sont vachement intéressantes, qui sont vraiment basées sur l'émotion. En termes de jeu, les deux sont bons dans leur rôle. Je veux dire que c'est très bizarre de voir Zendaya sourire autant. On n'a pas l'habitude de la voir sourire dans les rôles qu'elle fait, que ce soit dans Euphoria, que ce soit dans Spider-Man. Généralement son truc c'est plutôt de tirer la gueule, même quand elle joue Shani dans Dune, c'est pareil, son rôle c'est de tirer la gueule pendant tout le film. Donc là d'un seul coup la voir sourire c'était très différent. Pattinson aussi était plutôt bon. Le petit truc que je trouve très bizarre en fait dans ce couple, c'est que ils sont censés avoir la trentaine tous les deux, je dirais. En tout cas, c'est ce que le film suppose. On dit que elle a 30 ans précisément, mais on dit pas quel âge il a lui. Le truc, c'est que elle a l'air de faire 10 ans de moins que ça, et lui a l'air de faire 10 ans de plus que ça. Donc il y a un truc bizarre dans le rapport de couple. Enfin, en tant que couple, ils ont un côté un peu étrange, d'autant qu'ils sont pas censés avoir un écart d'âge du coup dans le film, ils sont censés avoir grosso modo le même âge. Je sais pas quel âge a Zendaya, mais elle doit sans doute approcher les 30 ans, cela dit, mais c'est juste vraiment physiquement elle les fait pas quoi, et lui il fait un peu plus. Il y a juste deux petits trucs que j'ai pas compris dans le film, il y a un moment où ils sont dans un musée et une alarme se déclenche, et on fait un insert sur des tableaux éclairés par la lumière de l'alarme rouge. Et j'ai pas compris à quoi ça servait exactement, peut-être que les tableaux avaient un sens particulier, mais ils passent trop vite à l'écran pour que j'ai pu vraiment identifier s'il y avait un sens particulier là-dessus. Et le truc que j'ai pas compris surtout, c'est qu'il y a une scène où un événement va se dérouler, et au lieu de te montrer l'élément se dérouler, on fait un cut et on te montre les conséquences de l'événement. Ce qui marche très très bien, et du coup c'est cool, le cut passe nickel, mais du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'après ça, on revient sur la scène et on illustre ce qui s'est passé. Ça me semble paradoxal par rapport à la mise en scène qu'on a eue juste avant, si t'as fait exprès de jouer sur le fait de passer ça sous silence et hors caméra, le montrer, je trouve que c'est pas très pertinent et que ça sert pas à grand chose. Mais c'est le seul petit truc que j'aurais reproché au film. Grosso modo, je pense que vous passerez un bon moment. C'est à la fois du drame, à la fois de la comédie pour certains passages. Il y a des moments qui sont extrêmement gênants, bien sûr, avec ce genre de problèmes et de conflits, de machin. Mais grosso modo, ouais, je pense que c'est plutôt un bon film et que vous passeriez un bon moment devant, à supposer que vous n'ayez pas un public de trous du cul avec vous dans la salle. Voilà. Le fameux The Housemaid, donc c'est cette histoire avec Sydney Sweeney qui interprète une jeune femme qui se fait engager comme femme de ménage dans une famille très aisée qui est tenue par Amanda Seyfried pour la femme et je ne sais plus comment s'appelle le mec, pour le mari en tout cas. Elle se fait donc engager et va commencer à voir que la femme a un comportement un petit peu étrange, un petit peu bipolaire, elle va avoir des réactions un petit peu particulières et elle va commencer un petit peu à abuser d'elle, on va le dire assez clairement. Et c'est un film d'enquête avec des révélations qui vont venir au fur et à mesure et qui vont expliquer le pourquoi du comment. Il y a un twist assez notable dans le film qui se déroule à peu près au milieu, je dirais, et qui change un petit peu la direction du truc. C'est un petit peu le truc d'ailleurs, ça m'a peut-être un peu gâché le visionnage du film, mais je suis allé voir le film en sachant qu'il y avait un twist. Et du coup, j'ai cherché un peu partout quel pouvait être le twist. Et en fait, je me suis mis du coup à douter d'absolument tout ce que j'avais devant moi. Et du coup, j'arrive pas à savoir, est-ce que j'aurais vu venir le twist si j'avais pas cherché partout? Ça faisait partie des twists que j'avais en tête. Mais du coup, est-ce que je l'aurais eu en tête si je n'avais pas cherché des twists partout, si j'avais juste vu le film tel qu'il est et pour ce qu'il est en fait? Je trouve que les performances sont plutôt bonnes de la part de à peu près tout le monde. J'avais entendu que Sydney Sweeney était pas particulièrement douée, etc. Je joue très bien dans son rôle. J'aime beaucoup Amanda Seyfried, notamment dans son rôle de mi-pouf, mi-bourgeoise. Il y a un espèce de petit mélange comme ça, intéressant. Peut-être que les bourgeoises actuelles sont un petit peu pouf à l'origine, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle joue très très bien son rôle. J'ai notamment apprécié que dans un thriller de ce genre-là, un petit peu sulfureux, on va dire, quand même, il y a quelques petites histoires de fesses dans le truc. Et avec cette actrice comme actrice principale, du coup, avec Sydney Sweeney, on ne se contente pas que de filmer Sydney Sweeney à moitié à poil, quelques bouts de seins qui dépassent par-ci par-là, ces petits petons quand elle se lève la nuit pour aller aux toilettes ou pour aller bouffer un truc que j'ai plus dans le frigo, un truc dans ce genre-là. On montre aussi pas mal de nudité masculine, notamment pas mal de cul du mec, et je dois avouer que ça fait plutôt plaisir. Il y en a un peu pour tout le monde a à manger du coup là-dedans, c'est un buffet à volonté avec ce casting-là en plus. Il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres que j'ai moins appréciées. Je trouve qu'en termes de mise en scène,
C'est pas trop mal, il y a notamment pas mal de plans zénithaux qui reviennent à plusieurs reprises dans le film, qui vont du coup avoir un côté un petit peu mystérieux, un peu jugement quelque part sur ce qui est en train de se passer dans cette maison, qui passe plutôt pas mal. Il y a quelques jeux d'insert que j'ai trouvé sympathiques, notamment où à chaque fois qu'elle remarque un truc en particulier dans le décor, il y a un petit insert pour le faire noter. En revanche, dans les trucs que j'ai pas aimé, il y a une intrusion un peu trop récurrente de la musique pop dans ce thriller, et c'est très particulier parce que d'un côté, t'as quand même un thriller qui se respecte un minimum, et au niveau de la mise en scène, au niveau de la musique, d'ambiance, etc. Et d'un seul coup, généralement autour des scènes de cul, t'as de la musique pop qui débarque, et qui fait très incongru en fait dans cette ambiance générale en fait. Ça jure complètement avec le style du truc, un petit peu mystérieux, un petit peu sombre. Du coup, ça c'est des trucs que j'ai pas trop aimé, mais c'est peut-être un petit peu comme la nana justement que joue Amanda Seyfried, il y a un mélange comme ça de côté un peu pourfiasse et de l'espèce sombre de la bourgeoisie en même temps. Je dirais que les trucs étaient quand même assez évidents, notamment le truc du portable par exemple, mais grosso modo je me suis quand même à peu près laissé prendre par l'histoire. Cela dit, je dirais que dès que le twist est arrivé, j'ai un tout petit peu décroché du truc en fait. Peut-être encore une fois parce que j'attendais le twist, et peut-être que du coup c'est pour ça que j'étais investi dans le film jusqu'à voir le moment où le twist allait arriver. Et au moment où le twist est arrivé, en fait, d'un seul coup, mon intention a un petit peu chuté. J'ai commencé à aller faire des trucs un petit peu à côté, à naviguer un peu sur les réseaux sociaux, des trucs dans ce genre-là. J'étais plus aussi investi dans l'histoire. Du coup, encore une fois, je me demande, est-ce que j'aurais même été aussi investi dans la première partie de l'histoire si j'avais pas su qu'il y avait ce twist à venir après? Je dirais qu'une fois que le twist arrive, tu vois un petit peu comment le film va se résoudre, et du coup, je dirais que ça perd un peu tout son intérêt à partir de ce moment-là, en fait. Ça devrait aller, à mon sens, beaucoup plus vite à partir du moment de la révélation du twist. Je trouve que ça traîne un petit peu trop en longueur. Il y a quelques petits trucs un petit peu aberrant dans ce qui se passe vers la fin du film, notamment certaines choses où tu te dis le personnage devrait plus être en état de faire quoi que ce soit après ça, et pourtant il est quand même en état de faire des tas de trucs après ça. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Grosso modo, je pense pas que je le recommanderais beaucoup. C'était divertissant pour ce que c'était, mais rien de très notable, à mon sens. Ensuite, nous avons le nouveau Pixar, le film auquel je ne croyais pas du tout, mais qui pourtant s'est mis à pas trop mal marcher. Je crois qu'il est à 400 ou 500 millions et quelques de revenus dans le monde. Bon, je dirais que c'est un peu un succès à Élémentaire. Ça a commencé très doucement pour Élémentaire, et petit à petit, il s'est hissé aux 400, aux 300-400 millions. Hoppers y est peut-être arrivé un petit peu plus vite. Jumpers, pour la traduction française, je trouve ça débile. Un titre anglais traduit en un autre titre anglais. Il y a rien de plus absurde dans la distribution de films américains. Je sais pas, appeler le sauteur, c'est quand même pas si compliqué que ça existe, l'idée de sauteur quand même. Bon, bref. C'est un film, quand j'ai vu le teaser pour la première fois, je suis resté comme ça pendant tout le truc. C'est un groupe de scientifiques dans une école, une université américaine, qui a développé un système pour se projeter dans des corps mécaniques d'animaux, qui leur permettent de se promener en tant qu'animal, mais aussi de comprendre les animaux. Grâce à un truc un peu bizarre, tu sais pas trop comment ça fonctionne. C'est clairement inspiré d'Avatar, au point que eux-mêmes ils font une référence dans le truc, où la gamine fait « Oh, c'est comme Avatar !» et quelqu'un fait « Non, c'est pas comme Avatar !» parce qu'ils savaient genre que les gens allaient faire le rapprochement. Et le personnage principal de l'histoire s'appelle Mabel, c'est une jeune fille qui est très très proche de la nature, notamment parce que c'était quelque chose qu'elle partageait avec sa grand-mère, qui est quelqu'un qui était très énervé et qui lutte beaucoup pour la cause animalière, et grâce à sa grand-mère elle a trouvé du calme, mais aussi un point d'eau où elle se reposait grâce à la nature. Et quand elle est adulte, qu'elle a 19 ans, donc jeune adulte, et qu'elle va donc dans cette université particulière, il y a un projet d'aménagement routier qui va détruire le point d'eau dans lequel elle allait se reposer avec sa grand-mère. Donc évidemment, elle n'a pas envie que ça se produise, mais le problème c'est que, comme les animaux se sont tous barrés du coin, le maire de la ville a obtenu l'autorisation de faire construire sa route à cet endroit-là. Et donc elle va décider de voler un des petits castors automatiques pour aller dans la nature et enquêter sur pourquoi est-ce que les animaux sont barrés, où est-ce qu'ils se sont barrés, et essayer de les ramener du coup sur ce point d'eau pour que le mec ne puisse plus construire son truc. Et franchement, quand j'ai terminé le film, j'ai marqué dans mes notes, c'était exactement aussi absurde et inintéressant que je le pensais. Il y a quelques scènes qui sont un petit peu fun, mais le fun est extrêmement limité et franchement pas très rigolo. C'est du genre, il y a quelqu'un qui part en claquant la porte et d'un seul coup t'as 3 ou 4 objets qui vont tomber derrière le personnage. C'est très très drôle. Et il y a vraiment 2 ou 3 scènes qui se déroulent comme ça. Quelques scènes sur des jeux de répétition de certaines répliques par exemple, ou des trucs dans le genre. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle. J'avais entendu quelqu'un dire, je ne sais plus qui, un critique quelconque, qui avait dit qu'il y avait une scène où d'un seul coup le film devenait vraiment très très drôle et hilarant, et j'ai pas trop compris à quoi il faisait référence. Il y a peut-être la scène avec le requin qui est un petit peu fun et qui est un petit peu grandiose, mais j'ai pas trouvé que le film était particulièrement fun, et apparemment les gens seraient beaucoup marrés en salle, je sais pas. Moi je trouve pas ça très drôle. Après, c'est un film plutôt destiné aux enfants, alors peut-être que pour les enfants ce sera hilarant. Mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire.
Mabel fait un truc pas bien dans son costume et elle essaye de le cacher ensuite. Enfin, il y a tout un tas de trucs dans cette scène-là en particulier qui sont assez rigolos parce qu'il y a un côté un petit peu sombre en plus. Mais pour le reste, franchement, j'ai pas trouvé ça hilarant. J'étais pas très intéressé par le film et je suis pas rentré dedans. J'ai pas trouvé que c'était passionnant non plus. J'ai pas décroché parce que ça va très vite. C'est un film d'animation pour enfants, c'est généralement pas très long non plus. Il y a un rythme qui est intéressant. Il y a des jeux de montage qui sont pas trop mal. Il y a des moments où elle est en train de regarder par la fenêtre du bureau de la directrice et d'un seul coup t'as un cut et elle regarde par la fenêtre de la voiture qui la ramène chez sa grand-mère justement. Donc il y a un petit jeu comme ça qui passe plutôt bien. Il y a un petit sketch qui est intéressant où il désamorce un truc que tu penses mis en place par rapport à elle et au maire. Et ils en font un truc un petit peu rigolo. Mais je suis pas à fond dedans. Et en termes de message, je suis très perplexe. Je trouve qu'il y a rien de très pertinent qui est dit. J'ai rien contre le film, hein. C'était pas catastrophique, mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. J'oublierai le film d'ici 3 semaines. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est comme Élémentaire, j'ai envie de dire un petit peu, parce qu'Élémentaire, je dis quasiment plus aucun souvenir du film. J'ai un souvenir vite fait d'un truc d'inondation dans la maison de quelqu'un, et ça c'est à peu près tout. Et honnêtement, c'est la même chose. Ça disparaîtra aussi vite que c'est rentré dans vos têtes. Franchement, rien d'essentiel à mon sens, et pas nécessaire à regarder. Ensuite, un des 2 films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale dont je vais traiter aujourd'hui, c'est Nuremberg, qui est donc sur le procès qui s'est tenu à Nuremberg pour juger l'état-major nazi après la Seconde Guerre mondiale et établir leur culpabilité et administrer les châtiments du coup. On suit plusieurs personnages, mais un en particulier, on suit notamment par exemple le personnage qui est joué par Michael Shannon, qui est le juge Robert Jackson, qui a donc mis en place cette cour, qui a aidé à établir les lois qui allaient devoir être respectées, donc établir les lois de crimes contre l'humanité par exemple, etc. Et on suit notamment le personnage qui est joué par Rami Malek, qui est un psychologue, qui va dresser le portrait psychologique des nazis, et notamment le principal, Hermann Göring, qui était censé être le remplaçant de Hitler, qui est joué par Russell Crowe d'ailleurs, qui s'amuse encore une fois beaucoup avec des accents, il aime beaucoup faire des rôles avec des accents. Et on va suivre donc la mise en place du procès, les différentes interviews du personnage de Rami Malek avec Hermann Göring, explorer donc la personnalité du régime nazi, comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il réfléchissait, montrer que c'était pas non plus tous des idiots absolus qui avaient juste suivi le truc, il y avait aussi des gens qui étaient très intelligents et qui, hélas, ce qui hélas prouve que même des gens intelligents peuvent suivre des tarés et des détraqués mentaux. Et on va suivre tout ce petit monde jusqu'à la fin, bien sûr, du procès donc de Nuremberg. Le film a une esthétique assez classique pour ces films sur la Seconde Guerre mondiale bien sombre, c'est-à-dire cet étalonnage à la Nolan, je dirais, c'est-à-dire étalonnage bleu et gris, très peu de couleurs, à part quelques petites touches de rouge par-ci par-là, notamment pour les symboles nazis, beaucoup de fumée pour rendre l'atmosphère un peu étouffante. Il y a certains trucs qui sont un petit peu intéressants, il y a tout un passage avec un flashback, je crois, qui est traité comme un film muet des années 30, avec le même rendu, le même côté un peu accéléré, parce que c'était pas tourné en 24 images par seconde à l'époque, c'était tourné en 15 ou en 18, avec des manivelles notamment, donc des rythmes assez inégaux. Et quand tu les diffuses aujourd'hui en 24, il y a un côté un tout petit peu accéléré, donc ils reproduisent ça du coup pour ces images, mais en couleur du coup et pas en noir et blanc, pour avoir un côté peut-être un peu plus moderne, pour... je sais pas pourquoi exactement, parce qu'après ils montrent des images en noir et blanc du procès par exemple. Je crois que c'est pas les vraies images du procès, je crois que c'est des images que eux ont tournées mais auxquelles ils donnent le look d'image d'époque. Et notamment, ils diffusent un tas d'images des camps de concentration pendant une scène qui est très forte. Il n'y a aucune musique à ce moment-là, tu entends juste le bruit du projecteur dans une salle entièrement silencieuse, et tu vois juste les différentes images qui sont généralement muettes, quelques interviews par-ci par-là avec des personnes qui vont témoigner de ce qu'elles ont vu, et tu sens très bien l'impact de la scène, tu vois beaucoup l'impact qu'elle a sur l'audience notamment qui est là en train d'assister à cette projection. Donc c'est une scène très très forte. Il y a aussi tout un tas de transitions intéressantes qui font des liens de cause à effet. Il y a un moment où il y a un personnage qui dit oh là là, tuez-moi, un truc dans ce genre-là, et ça coupe à une chanteuse qui est en train de faire un show, et donc du coup t'as cette transition entre le désespoir absolu et la fête, d'un coup, avec cette chanson du coup qui est en train d'avoir lieu dans un bar. T'as un autre moment où t'as le personnage de Rami Malek qui va jeter une cigarette à terre, et dans cette idée de quelque chose qui va tomber, tu t'attends à voir quelque chose tomber au plan d'après, et sur le plan d'après, en fait, tu vois la pluie qui est en train de tomber. Donc il y a des petits jeux comme ça sur les relations de cause à effet, et comme on est en train d'étudier les relations de cause à effet sur qu'est-ce qui pousse certaines personnes à faire des trucs, je trouve que ces idées de transition sont intéressantes pour marquer du coup l'idée du film. Je trouve que le film est très bien mené à tous ces niveaux. Le seul petit truc que je trouve dommage, c'est que quand le moment du verdict arrive, il y a une petite musique de victoire, une musique un peu joyeuse et légère qui va commencer à débarquer, et tu fais... C'est dommage, c'est gras pour un film qui a été aussi juste et sobre en fait jusque-là. Notamment toute la scène qui diffuse des images de Auschwitz, ça aurait pu sortir les violons et te mettre une musique très triste derrière pour te dire vous devez être triste là en regardant ça.
Et non, ils savent que les images parlent d'elles-mêmes et que t'as pas besoin d'augmenter ça avec de la musique. Je trouve que les choses auraient été similaires avec la fin du procès. On aurait pu simplement voir les gens satisfaits de l'issue du procès et l'audience se lever tranquillement. Ils mettent cette musique, cette petite envolée lyrique presque vers la fin du procès quand il y a la victoire. Je trouve que c'est un peu gras par rapport au reste du truc. Le film est très clairement destiné au public américain actuel. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites entre les peuples de l'époque et les peuples d'aujourd'hui. On dit notamment par rapport à Hitler que ces hommes ont suivi un homme qui parlait de restaurer la grandeur passée du pays, MAGA, hein, Make America Great Again, et qui a détourné la colère d'un peuple sur quelqu'un d'autre. Bon, ça encore, je dirais, le rapport avec Trump est un peu aléatoire, il n'a pas vraiment une victime définie. Il est très raciste, il a fait des commentaires racistes, notamment sur les Mexicains par exemple, tout dans ce genre-là, mais je dirais pas qu'il a une cible très précise comme Hitler avait les Juifs. Donc le rapport s'arrête à la première moitié de la phrase, mais quand même, il y a des trucs qui sont marquants, et notamment ce qui est marquant, c'est tout un discours que fait le personnage joué par Rami Malek à la fin, qui est un discours de mise en garde sur le retour potentiel du fascisme. Et dans le monde actuel où plusieurs pays ont viré à l'extrême droite, l'Italie qui est juste en dessous de nous par exemple, le film sonne comme une piqûre de rappel importante tout de même. Donc je vous conseille de regarder Nuremberg. Effectivement, c'est déjà important pour le devoir d'histoire, mais c'est aussi du coup un film très pertinent pour l'époque actuelle et qui fait des avertissements qui sont importants à garder en tête. Ensuite, il y a un film qui marche beaucoup en ce moment apparemment, qui s'appelle Les Rayons et les Ombres, qui est un film réalisé par Xavier Giannoli, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait À l'origine, qui est un film que j'ai dans ma collection là de Blu-ray. Il avait fait Illusion perdue aussi, qui avait très bien marché il y a quelques années, et donc peut-être que c'est grâce à ça que les gens sont allés voir Les Rayons et les Ombres. C'est un film qui revient sur l'histoire de Jean et comment elle s'appelle, Corinne Lucher, qui sont un père et une fille qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'ambassadeur allemand qui était à Paris, qui s'appelait Otto Abetz, qui était un des amis de longue date de Jean Lucher, et du coup ils avaient une relation préalable qui a amené aussi à cette collaboration. On va suivre leur évolution de avant la guerre, quand ils sont en train de promouvoir la paix et l'amitié franco-allemande en règle générale après la Première Guerre mondiale, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles guerres. Et petit à petit, comment chacun vont évoluer face à la montée du nazisme, face à l'arrivée de l'armée allemande en France, et comment est-ce que chacun va se corrompre petit à petit. C'est intéressant pour montrer à quel point tu peux facilement rentrer dans la collaboration, à quel point la moindre collaboration quelque part est déjà un pas trop loin, et à quel point est-ce qu'il faut vraiment résister dès le début, parce que sinon tu rentres vite dans une boucle qui t'amène à faire des choses, à participer en tout cas à des choses assez horribles. Il fait rien en soi de catastrophique, il a torturé personne, etc. Mais il a participé à tout ce système, il a participé à diffuser certaines idées dans la presse française, etc., etc. En parallèle, on suit du coup la vie de sa fille, Corinne Lucher, qui était une jeune actrice de cinéma. C'est elle qui va narrer tout le film, quelques années après, où elle enregistre des bandes magnétiques pour faire un témoignage de ce qu'elle a vécu de son point de vue. Il y a une petite révélation intéressante par rapport à ces bandes qui est ajoutée à la fin du film. Et donc on va suivre la montée de tout ça, la mise en place de tout ça, et la corruption de ces personnages. Xavier Giannoli, c'est clairement un personnage qui du coup s'intéresse aux personnages un petit peu imposteurs, qui essayent de se faire passer pour quelque chose, ou qui se pensent être quelque chose mais qui ne le sont pas véritablement, etc., etc. J'ai l'impression que c'est un thème commun à plusieurs de ses films, notamment À l'origine, qui est complètement sur ça, hein, c'est sur un arnaqueur à l'origine. Et il a une très très bonne façon de raconter, il a une très bonne façon de mettre en scène, il a une très bonne façon de faire ses montages, il a une très bonne façon de rendre les scènes prenantes et intéressantes. Dès le début, ça commence avec la fille, du coup, Corinne Lucher. Tu la vois surcadrée dans un tout petit miroir, parce que tu vois que du coup sa vie est complètement détruite maintenant. Elle a été reconnue collaboratrice, elle a été condamnée, je crois qu'elle peut plus travailler pendant 10 ans, un truc dans ce genre-là. Elle est malade en plus, ils ont tous les deux une maladie, ils ont tous les deux la tuberculose. Et tu vois que le film traite ça comme la punition qu'ils ont pour la corruption de leurs esprits. J'aurais aimé que ce soit un peu plus subtil, mais il y a des moments où ils le disent très clairement dans les dialogues, donc bon, tant pis. Mais voilà, tu vois que c'est traité un petit peu comme ça. Comme pour Nuremberg, c'est étalonné à la Nolan avec du bleu et gris, donc des couleurs très très froides, très peu de couleurs dans le cadre pour montrer du coup le côté froid et horrible et atroce de ce que tu es en train de regarder, que tu suis des mauvaises personnes notamment. Il y a tout un tas de plans qui se jouent d'époque notamment, qui sont tournés exactement comme à l'époque, donc le format 1.33, les saccades, parce que le rythme donc n'est pas bon. Alors soit tu peux accélérer ces images tournées en 15 ou 18 fps, soit tu peux les diffuser à leur rythme d'origine, mais du coup l'image saccade énormément. Donc là ils ont choisi le choix saccade. Pour toutes les images de souvenirs, par exemple de flashback, certaines images d'époque, etc., etc. Je dirais que j'étais un tout petit peu déçu au tout début du film par la reconstitution du Paris de l'époque, que ce soit entre les choix des bâtiments qui ont été utilisés, les rues qui sont pas forcément réhabillées, etc.
Au final, c'est pas très très impressionnant. Et tout le film fait un peu cheap à ce niveau-là, parce que tout est tourné en intérieur en fait, et donc tu as aucune reconstitution de l'époque. Ils évitent soigneusement de montrer n'importe quelle image de conflit que ce soit, et n'importe quelle image de guerre et de destruction et trucs dans le genre. Donc du coup, il y a un petit côté un peu cheap quand même, je dirais au final, au film. Sur les jeux de pellicule, au fur et à mesure que sa fille va être malade, par exemple, les images de la pellicule vont avoir une pellicule qui est moisie, donc il y a des traces de moisissure sur le côté de l'image pour montrer que c'est la maladie qui progresse aussi dans le corps de cette nana. Il y a ce petit jeu avec le fait qu'elle soit castée dans un rôle où sa réplique de casting, c'est de dire « moi je suis innocente, j'ai rien fait, etc. » Et étant donné qu'elle va être accusée du coup d'être collaboratrice ensuite, et comment est-ce qu'elle voit ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un côté intéressant à mettre en place le truc comme ça. Ou pareil, les moments où on fait un discours, on a le début d'un discours sur le personnage de Jean Luchaire, où on dit qu'il représente le courage et l'engagement pour une presse responsable, et ces mots sont prononcés sur une image de sa chaise vide dans le siège de la rédaction en fait, qui ne voit pas du coup ce qui est en train d'être publié parce que il est pas pour, mais il sait qu'il doit laisser le truc se faire et donc il préfère ne pas être présent du tout, comme ça il s'en lave un peu les mains et ça ne le regarde plus et il pense que du coup ça l'éloigne du truc. C'est vraiment plutôt sympa à ce niveau-là, dans l'étude de ce qui t'amène à être un collaborateur. Et je dois dire que quand, à la fin, on a le réquisitoire de l'accusation pour le procès qu'il va subir pour collaboration, honnêtement, j'ai reconnu le personnage du film pendant tout le truc, quoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers ça? Comment est-ce que ça s'est exprimé? Est-ce que les petites bontés, les petits services qu'il a rendus, comme ils appellent ça, le sauvent ou pas, et donc clairement la conclusion c'est pas. Donc je trouve que le portrait est plutôt bien établi et que c'est assez accusateur, mais que ça montre aussi que c'est un personnage qui est humain et à quel point on peut facilement tomber là-dedans en fait. J'apprécie notamment qu'on fasse ce rappel particulier, ça fait longtemps que je me demande comment est-ce que je peux en parler dans une vidéo, mais l'Allemagne, dans les années 30, avec la montée de Hitler, il rappelle quand même très bien que c'est un gouvernement centriste qui croit qu'en s'associant avec l'extrême droite, ils pourront la contrôler. Et tu fais... Oui. Un petit message de prévention qui se trouve là-dedans et dans le fait d'insister là-dessus et dans le fait de rappeler ça. Il y a une autre phrase aussi d'ailleurs qui est très intéressante, c'est « Les mots des salauds arment les bras des imbéciles ». Une phrase que je trouve assez forte, qui est prononcée par l'avocat, je crois. Au final, pour ce qui est du film en lui-même, au-delà du message qu'il met en avant, honnêtement, c'était quand même un chouïa long. Je crois qu'il fait 3h et quelques, j'ai pas vérifié. C'est ça, il fait 3h20. Très franchement, t'aurais pu faire avec 1 heure de moins. J'aurais bien fait avec quelques scènes de fêtes orgiaques et de débauche, et quelques scènes de tuberculose en moins également. Je sais pas si c'était si important que ça, au final, de se concentrer à ce point sur ce truc-là. Sachant que c'est elle qui raconte l'histoire, donc effectivement, ce qu'elle raconte doit être limité à son point de vue, mais t'aurais pu raconter qu'elle a reçu des lettres de son père et qu'elle est au courant de tel ou tel truc. Il y a des scènes, d'ailleurs, pendant qu'elle est en hôpital, où on va suivre quand même un petit peu ce que fait son père et certains des trucs qui se déroulent avec lui. Peut-être que c'est juste les scènes dans lesquelles il y a des preuves historiques de ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'ils les ont intégrées, mais honnêtement, je pense que c'était pas nécessaire de passer autant de temps dans le centre hospitalier dans lequel elle va faire sa cure. Et je vous avoue qu'au milieu du film, on était quand même en pleine journée, hein. Je suis allé à la séance de 15h45, et au milieu du film, j'ai baillé au moins 3 ou 4 fois dans le truc parce que il fallait rester un petit peu éveillé quand même, quoi. Donc autant, j'aime beaucoup Xavier Giannoli, et encore une fois, tu retrouves bien sa mise en scène, j'aime bien comment il traite ses personnages, j'aime bien comment il raconte les histoires, etc. Mais très franchement, ouais, j'aurais pu faire avec 1 heure de moins. Je pense que c'est jouable, en plus, donc voilà. Sympathique, mais pourrait faire plus court. Reconnu coupable, ou Mercy en version originale, c'est ce film qui a été réalisé par Timur Bekmambetov, qui est un réalisateur russe, qui essaye d'avoir une carrière aux États-Unis, mais à chaque fois qu'il fait un film, ça se plante complètement. Je crois qu'il était notamment repéré par Tim Burton à un moment, qu'il avait essayé de l'aider à développer des trucs. C'est donc le film avec Chris Pratt qui joue un flic qui est dans un Los Angeles futuriste. Le système judiciaire a été confié à une IA qui juge les personnes qui sont présumées coupables. C'est d'ailleurs, il y a de gros changements dans le système judiciaire pour permettre au film d'avoir lieu. Donc il y a notamment, les gens sont coupables avant d'être prouvés innocents et non pas innocents avant d'être prouvés coupables, ce qui est le fonctionnement de la loi en principe, y compris aux États-Unis. Ils ont un temps limite pour prouver du coup leur innocence. Ce qui est très particulier quand même, tu te dis, bon alors c'est bien, on juge plus rapidement, mais c'est peut-être justement une justice un peu expéditive. En principe, t'as peut-être quand même besoin d'un petit peu de temps pour monter un dossier, pour préparer un truc, etc. Donc c'est pour que le film ait un côté plus stressant et où il y a un enjeu de temps absolument énorme pendant tout le truc. Et il faut que l'enquête se résolve, il faut que les flics arrivent à aller aux différents endroits pour parler aux différentes personnes, etc. Donc c'est pour ajouter au stress du coup du film, mais je vous avoue que c'est peut-être un des petits trucs qui est peut-être le moins crédible dans cette histoire, qui n'est déjà pas très crédible quand même de base. Et surtout, il n'y a même pas de représentation, il n'y a pas d'avocat, les gens doivent se défendre par eux-mêmes. C'est quand même un peu particulier. Alors l'IA les aide, du coup, à récupérer des preuves et des trucs dans ce genre-là, mais
ils ont personne effectivement avec eux pour les aider à monter une défense et à se défendre, et donc du coup c'est aussi très particulier. Ils essayent de beaucoup axer ça sur la question de l'IA et la question de ce à quoi on est programmé à faire, et c'est là que se fait le rapport avec l'IA par exemple. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de soucis que ça à dénoncer dans ce système judiciaire, et j'ai pas l'impression qu'ils prennent vraiment le temps de les dénoncer justement par rapport à leur histoire. Et donc, parce que j'avais pas fini, la femme de Chris Pratt est morte, les preuves vont pour l'instant vers sa culpabilité, et il a 1h30 donc pour prouver son innocence avant d'être immédiatement condamné à mort et exécuté. Donc en fait tout le concept c'est qu'on a grosso modo un huis clos en principe dans cette salle de procès, et les seuls autres plans qu'on a sont dans toutes ces petites fenêtres qui sont projetées par hologramme et qui sont des fenêtres ouvertes vers d'autres lieux dans le monde avec des caméras de surveillance, notamment que les flics portent. Ils ont des petites caméras maintenant qui permettent de vérifier tout ce qu'ils font, et d'ailleurs je crois que c'est la même société qui gère les caméras, ils ont le même logo, c'est un truc en triangle avec une espèce de spirale à l'intérieur, et j'ai déjà vu ça dans des trucs, des émissions, des reportages journalistiques et des trucs dans ce genre là. Et ils ont également accès par exemple au contenu des téléphones, à certains sites internet, ils ont accès à tous les dossiers, etc. etc. Et donc en fait, le film va créer son rythme et créer des trucs impressionnants avec le fait de rentrer parfois dans ces petites fenêtres. Tu vas zoomer sur les différents détails, des différents dossiers, des différents trucs sur lesquels le personnage va enquêter. C'est plus ou moins bien géré. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le côté la lumière qui passe autour du personnage à chaque fois que les petites fenêtres passent à côté de lui. En revanche, elle crée du vent quand elle passe à côté. Et ça n'a aucun sens. Ce sont des hologrammes, ce sont des projections de lumière, il y a aucune raison que ça crée du vent quand ça passe autour du mec. Donc je comprends pas pourquoi ça crée du vent. Peut-être pour se donner un côté cool du coup dans le truc. Ce qui est dommage, c'est que du coup ça brise le côté un peu huis clos, ce qui pourrait être un enjeu intéressant à tenir dans un truc de procès notamment. Et au final non, tu restes pas dans ce huis clos. Il y a même des trucs assez aberrants, c'est genre bon, des fois on reproduit un environnement autour de lui en projection holographique, et tu fais déjà que c'est un peu particulier quand même comme truc. Est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il se promène, surtout qu'en plus il est bloqué sur une chaise donc il peut pas vraiment se promener dedans. Mais du coup ça c'est particulier, mais il y a aussi un moment où l'IA lui dit alors attention, vous avez une fille. Du coup elle lui dit attention, votre fille, si vous êtes condamné, vous serez condamné à mort et donc votre fille n'aura plus de parents. Et pour lui faire comprendre ça, elle lui montre une photo des deux parents et elle les gomme les uns après les autres pour laisser la gamine toute seule sur le truc. Et tu fais, dis donc, très métaphorique cette IA. Pour une IA qui est très judiciaire, qui est censée être un petit peu rigide quand même et un peu machin, c'est particulier. Pareil dans les trucs un peu absurdes, le film commence avec une vidéo qui t'explique comment fonctionne ce système judiciaire, et au lieu juste de présenter ça et ensuite de démarrer le procès du mec, ils ont fait en sorte que ce soit la vidéo qui introduit le procès en fait. Le procès s'ouvre sur une publicité grosso modo pour ce nouveau système judiciaire, et tu fais, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que le procès lui-même commence par une publicité pour ce système judiciaire? Nous, on a besoin de le savoir. Les personnages n'ont pas besoin de le savoir, notamment ce mec-là, joué par Chris Pratt, qui en plus est un personnage qui a participé à la mise en place de cette IA judiciaire. Pour la faire courte, en tant que enquête policière et thriller par rapport à une histoire de meurtre qui doit être résolue, c'est quand même très basique, c'est pas très intéressant. Le seul twist qui est rajouté, c'est le twist de l'IA. Mais l'IA, il n'y a pas vraiment de propos qui est tenu dessus non plus, par exemple. Notamment, on ne le dénonce pas comme étant un ennemi, ce qui, avec mes convictions à moi, n'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Je pense que personne à Hollywood ne devrait faire un seul film qui dit que l'IA a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à apporter à l'heure actuelle. Mais du coup, ouais, il n'y a pas vraiment de propos qui est tenu en vérité. Et comme l'enquête est pas très intéressante non plus, bon, ça reste divertissant, ça reste assez rapide. Le film en plus c'est super rapide, hein, je crois qu'il fait 1h30, 1h45 même pas. Oui c'est ça, il fait 1h41, générique inclus, donc c'est que vraiment c'est pas très très long. Donc ça passe rapidement au moins. Au moins ça ne prend pas plus de temps que ça ne devrait. C'est assez superficiel, assez léger. Honnêtement, ça aurait beaucoup plus sa place en VOD qu'au cinéma. Mais bon, vous passerez une petite heure et demie sympathique devant le film. Voilà, mais c'est absolument pas notable. Absolument pas notable. Ensuite, alors un film qui à tous les coups ne va pas sortir en salle, et c'est pour ça que je me suis permis de le faire, honnêtement, ça s'appelle We Bury the Dead, sorti au tout début de l'année, et il n'y a toujours pas de date 4 mois après pour une sortie en France, donc c'est clair qu'il faut pas l'attendre, honnêtement, il sortira peut-être en VOD quelque part, mais clairement il sortira pas en salle. C'est intéressant ce film parce que c'est la revanche des acteurs Disney qui n'ont pas été employés en fait. Il y a Daisy Ridley qui joue le rôle principal, et il y a Brenton Thwaites, qui est un acteur qui avait joué le Prince Charmant dans Maléfique, notamment le premier, je sais plus si on le voyait dans le deuxième, le Prince Charmant. Il a aussi bossé avec eux pour Pirates des Caraïbes, et depuis qu'ils ont fait ça, en fait, ils ont plus rien fait avec Disney, ils ont un peu été oubliés, un peu été jetés, et personne n'a fait grand chose avec eux en fait. Et du coup c'est drôle de les voir arriver dans ce film, qui est très anti-Disney quelque part, parce que donc il y a des thèmes qui sont assez durs, ça parle de la mort, il y a des histoires de zombies, il y a des trucs assez gore. L'histoire c'est que il y a une arme secrète développée par les États-Unis qui s'est déclenchée par erreur sur les côtes de l'Australie.
c'est une arme qui permet de détruire la population entière et de tous les tuer d'un coup, sans détruire l'infrastructure environnante. Et le personnage de Daisy Ridley, qui s'appelle Ava, décide de se rendre en Australie pour procéder à la récupération des différents corps qui traînent un petit peu partout, et qui doivent du coup être récupérés, emballés, et ensuite enterrés ou détruits pour des raisons qui vont venir ensuite, c'est-à-dire que certains de ces corps ont encore une petite charge d'activité dans le cerveau et reviennent à la vie. Ils sont pas forcément agressifs, mais ils supposent qu'ils pourraient être agressifs. Elle va se lier d'amitié avec le personnage de Brenton Thwaites, donc quand elle débarque, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, et elle va lui demander de l'aider à se faire la malle, parce qu'en vérité, si elle est là-bas, c'est pour retrouver le corps de son mari en particulier. Et pour s'assurer de le retrouver, elle décide donc de quitter le groupe de récupération des corps et de traverser toute l'Australie jusqu'à l'endroit où son mari se trouvait. Le film parle en règle générale des rapports humains. We Bury the Dead, c'est un truc qui définit l'humanité en soi, c'est le fait de prendre soin du coup de ses morts et de les enterrer, c'est une des premières marques d'humanité qu'on relève dans l'histoire humaine, avec les soins également, le fait on a retrouvé des personnes avec des blessures qui avaient été soignées, et c'était la preuve du coup qu'on commençait à faire attention aux autres et aux membres de notre clan, on les laissait pas mourir, donc c'était le début du développement de l'humanité en elle-même. Du coup, tout va être axé sur les relations entre les gens, et notamment dans les symboliques de ça, il y a le fait qu'elle ne tombe quasi que sur des couples. Soit des couples morts, des familles en règle générale, soit quand elle voit des gens seuls, elle remarque des photos qui sont à côté et qui montrent qu'ils étaient en couple avec quelqu'un. Et il y a d'autres personnages qu'elle va croiser au fur et à mesure du truc, qui vont aussi être en lien avec le symbole du couple. Et c'est en règle générale sur les liens compliqués entre êtres humains, parce qu'il va se passer tout un tas de trucs pendant son périple que je ne vais pas vous révéler ici. Honnêtement, le film était pas dégueu du tout. J'étais assez agréablement surpris de voir notamment comment l'ambiance était traitée. Il y a des plans qui sont très malaisants, il y a des moments où t'as juste un plan sur le zombie qui est à moitié planqué derrière un truc et qui est juste fixe en train de regarder les personnages, et juste ce plan sur le personnage fixe qui est en train de te dévisager, qui ne bouge pas, etc. Il y a quelque chose de très bizarre et qui donne un petit frisson dans le dos et qui est assez angoissant. Beaucoup de musique assez angoissante, il y a beaucoup de gros plans avec un fond très très flou pour vraiment isoler le personnage dans ses pensées, dans ses sentiments. Daisy Ridley, elle joue quand même toujours aussi bien. Enfin, honnêtement, le problème de Star Wars, c'était pas Daisy Ridley. Elle est bonne comme actrice et elle montre qu'elle est bonne du coup avec ce film, qui lui permet de montrer un peu plus de registres et de montrer plus de choses. Il y a beaucoup de passages avec des sons étouffés, par exemple quand elle est très oppressée par quelque chose, et donc ça devient oppressant pour nous aussi. Il y a un montage qui est assez lent en règle générale sur le film, ce qui aide aussi à bien installer une ambiance. Il y a des passages où elle visite une maison et tu entends un écho des rires des enfants qui vivaient dans la maison, etc. pour te faire sentir du coup le fait qu'ils soient morts et qu'ils ne soient plus là, et leur disparition, ce qui ajoute encore au sentiment oppressant et au sentiment assez horrible. J'ai beaucoup aimé notamment beaucoup de plans paysages qui jouent sur un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, les caméras perçoivent pas vraiment la lumière exactement comme nous. Nos yeux sont ont une dynamique beaucoup plus large, on a de plus grandes capacités à voir dans le plus sombre et dans le plus clair à la fois. Et il joue pas mal sur ça, sur certains plans, notamment il y a un plan qui est zénital, qui suit une voiture qui est en train d'avancer simplement dans une forêt qui est entièrement sombre. T'as l'impression vraiment que c'est la nuit noire, et en fait la caméra se lève, et quand elle se lève d'un seul coup t'as un sublime coucher de soleil avec des couleurs très rouges, un petit peu rosées, etc., etc. Mais en fait, tu pensais vraiment pas, vu le noir profond de la forêt d'en bas, que t'allais te lever et voir le ciel encore un peu couchant, en fait. C'était pas encore la nuit complète. Je trouve que c'est des plans qui sont très jolis, qui marchent très très bien. Il y a un autre plan qui est un peu dans la même logique, où tu vois juste encore une fois donc un plan zénital sur une forêt, et tu vois la voiture qui est en train d'avancer, et t'as juste une rivière dans un coin, et la rivière reflète le ciel, qui est un ciel couchant à nouveau. Et je trouve que ces petits jeux comme ça sur ces panoramiques et sur ces plans zénithaux et ces plans panorama marchent extrêmement bien, et que ça rend quelque chose de très très beau, et ça rend une ambiance qui est plutôt très très sympathique. Le film est agrémenté de différents flashbacks qui montrent du coup la relation entre les deux et pourquoi est-ce qu'elle a autant envie de retrouver ce mec, qui développe bien les personnages. Franchement, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. J'ai juste un petit doute sur le traitement des zombies. En fait, il y en a un seul et unique qui attaque dans tout le film, et t'as un peu l'impression que c'est un reshoot qu'ils ont rajouté au dernier moment en se disant, si on fait un film de zombies et qu'il n'y a aucune attaque de zombies pendant tout le film, les fans de zombies vont nous faire chier en fait. Et j'ai pas l'impression que les zombies, en règle générale dans ce film, soient traités en mode ils vont nous attaquer, ils vont nous bouffer, ils vont faire un truc comme ça. Il y a une deuxième attaque un peu plus loin. Mais t'as vraiment l'impression qu'ils sont plutôt cool et qu'ils sont plutôt en incarnation des morts en fait et des disparus. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus angoissant au final. Et quand je me suis retrouvé face à une vraie attaque de zombies, déjà j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a pas de raison particulière pour laquelle ils essaieraient d'attaquer et de bouffer quelqu'un.
Mais en plus, je me suis dit, quelque part, c'est décevant en fait. Je préférais traiter le zombie en mode plus juste incarnation du mort et du disparu. Et je me suis dit que ça aurait été encore plus mélancolique et intéressant de les traiter comme ça, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Cela dit, je vous dis encore une fois, le film était plutôt pas mal du tout. C'est vraiment un film que je vous conseillerais. C'est dommage qu'il sorte pas en salle, mais encore une fois, distribution française, on peut pas tout lui demander. Donc voilà, si ça vous intéresse, We Bury the Dead, très très intéressant. Pour ce qui est des séries, nous avons la saison 2 de Fallout, l'adaptation du jeu vidéo qui en est à son 4e opus, je crois, dans ce genre-là, sans compter aussi les spin-offs. J'avais beaucoup aimé la saison 1, qui était vraiment très fun et qui avait un ton très caustique et très décalé, qui était assez hilarant à voir. Et du coup, j'étais assez impatient pour cette saison 2. Je dois vous avouer que je suis un tout petit peu déçu, parce qu'on a un peu perdu ce ton décalé et caustique. On n'est plus vraiment dans la découverte de tout un tas de choses un peu absurdes et un peu débiles. Il y a certains trucs, notamment la découverte de la Légion en particulier, où tu découvres un truc un peu différent et des personnages qui sont un peu loufoques, qui marchent plutôt bien. D'ailleurs, très surpris de voir le retour de Macaulay Culkin devant une caméra. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu devant une caméra et ça fait plaisir de le revoir. Et manifestement, il sera plus important dans la saison 3. Je dirais cela dit que le Culkin n'a pas le cœur à sa performance. Il a l'air très éteint dans beaucoup des scènes qu'il joue, notamment dans les scènes où il est censé encourager ses troupes. Et honnêtement, je serais ses troupes, je serais pas encouragé par son discours. Il a l'air très très mou dans son truc, donc pour un retour, je trouve que c'est pas un retour triomphal de la part de Culkin. J'espère qu'il sera meilleur dans la saison 3, que c'est juste qu'il se remet en piste, comme on dit, parce que pour l'instant, c'est pas extraordinaire quand même. Mais c'est un peu le seul truc, au dehors de ça, tu suis plus juste l'évolution de tous les trucs qui ont été mis en place dans la saison 1 en fait. La saison commence avec un énorme résumé de ce qui s'est passé pour tel personnage, dans tel lieu, dans tel truc, etc. Et donc on va suivre ce qui continue à se passer dans les silos desquels vient le personnage principal, Lucy. Tu vas suivre ce qui se passe dans le groupe de soldats avec leurs grosses armures là, dans lequel est Maximus, qui est donc le deuxième personnage principal. Tu vas suivre le père de Lucy, qui était un personnage important joué par Kyle MacLachlan dans la première saison. Tu vas continuer à suivre la Ghoul également, qui est jouée par Walton Goggins. Et chacun en fait explore un petit peu son domaine de l'univers de Fallout. Mais ça fait un petit peu disjoint quand même. Ce qui était un tout petit peu le cas dans la saison 1 aussi, mais t'avais un ton général qui marchait un petit peu mieux, je dirais. Et je trouve que notamment au niveau du montage, je crois pas que c'était le cas dans la première saison, mais dans celle-ci, à chaque fois qu'une scène se termine, t'as cut sur un écran noir, un peu comme s'il y avait une pub qui devait arriver par exemple. Et du coup, je trouve qu'il y a un problème de rythme où tu sens vraiment que ça marque encore plus à quel point les histoires sont séparées les unes des autres en fait. Au lieu de tranquillement faire un cut d'une scène à une autre et d'avoir une narration qui continue de façon linéaire, tu vois vraiment à quel point c'est segmenté, à quel point c'est coupé, et comme les personnages ne se croisent quasi pas dans la série jusqu'à la fin de saison, je dirais, c'est un petit peu hachuré quand même, et ça rend la série un tout petit peu moins sympathique à suivre. Ils appuient aussi beaucoup moins donc sur le côté un peu malsain et déjanté du truc. Il y a une petite blague vite fait sur le côté incestueux par exemple de ce qui se passe dans les silos, mais c'est vraiment une blague qui passe vite fait dans l'image, et en dehors de ça tu sais pas trop à quoi ça sert. Tu vas suivre tout un tas de trucs par rapport à un mec qui met en place un groupe de discussion autour de l'inceste dans le silo, et honnêtement ça mène un peu à rien. C'est pas très très drôle en plus. Je dirais qu'en général, ce qui se passe dans le silo est pas fascinant, et t'aurais complètement pu réduire ça à 1 ou 2 épisodes au milieu de la saison et te concentrer sur autre chose dans le reste. C'est plus du pur script, des pures révélations, des pures péripéties, et il y a un peu moins quand même ce côté un peu loufoque et débile. Pareil, il y avait l'espèce de cyclope là dans le silo dans la saison 1, et il y a pas ce genre de truc un peu absurde où tu regardes le truc en mode qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi cet univers complètement dingue. Il respecte toujours pourtant ce côté un peu 60s avec le fait que la bande son soit entièrement faite de musique 60s du coup, mais il manque un petit peu du charme de la saison d'avant, et il y a moins ce côté complètement dingue qui était exploré dans la saison d'avant. C'est beaucoup plus calme. Il y a peut-être le fait que l'histoire soit beaucoup plus sérieuse dans cette saison-là. On va beaucoup plus explorer pourquoi ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a poussé certaines personnes à faire les trucs, et donc c'est grosso modo une dénonciation du capitalisme principalement, ce qui était déjà sous-entendu dans le premier film, mais il y avait plus cette analyse générale de la déliquescence de l'humanité en fait après la chute, et là c'est plus dans le côté accuser le monde qui a mené à cette chute. Notamment ça commence sur un milliardaire qui pense que son argent est équivalent à un accord sur sa vision politique par exemple, et qui veut foutre des puces dans la tête de tout le monde. Ça vous rappelle quelqu'un à tout hasard? Il y a aussi tout un discours, parce qu'on critique du coup les milliardaires, mais il y a un discours par rapport aux démocrates américains, parce qu'il y a tout un truc avec une sénatrice américaine qui est démocrate, qui donc du coup est du côté des gentils, mais quand elle parle, c'est le personnage le plus chiant du monde, elle a le ton le plus monotone possible, et du coup tout le monde se fout de ce qu'elle a à dire. Et il y a un moment où on dit pourquoi est-ce que les bonnes personnes n'arrivent pas à mieux se vendre,
Et c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui est pas mal dénoncé notamment aux États-Unis. C'est si on veut lutter contre Trump, il faut qu'on trouve quelqu'un qui arrive à mettre le feu aux foules, on va dire. Et généralement, les démocrates ont des discours qui sont beaucoup plus intellectuels et qui sont du coup un petit peu plus chiants. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas toujours à gagner les élections. Donc il y a des critiques d'un peu tout en général aux États-Unis, mais du coup c'est l'ensemble des deux qui fait qu'on arrive à des avenirs un petit peu sombres comme cela. Mais il y a quand même quelques séquences qui sont toujours un petit peu farfelues. Il y a toute une séquence, un petit montage d'expérience que fait le personnage du père de Lucy sur des souris. Il va y avoir un jeu d'ailleurs par rapport à ça. Il y a un plan qui revient constamment dans ces expériences et qui filme toujours le même truc. Et à un moment, il va y avoir ce plan, mais la réaction ne va pas venir. Et donc du coup, c'est le petit jeu par rapport à la narration de la série. Il y a une séquence qui montre le travail des enfants sous un jour quasi positif et sympathique et comique. Il y a une scène de baston sur l'hymne américain, ce qui est très sacrilège, par exemple, comme truc. J'aime bien, je vais pas dire en quoi, je vais pas gâcher le truc, mais toutes les ghouls sont particulières quand ils arrivent à Las Vegas, parce que c'est leur destination cette saison-là. Et ça m'a bien fait rire pour le coup, je trouvais ça assez rigolo. C'est très basique par rapport à l'humour américain notamment, mais je trouvais que ça marchait bien. Pareil sur l'Amérique, il y a un moment où t'as quelqu'un du Canada qui parle de passer aux États-Unis. Ils vont devoir affronter tout un tas de personnes sur leur chemin et elle leur fait ne les voit pas comme des êtres humains, vois-les comme des Américains. J'aime beaucoup la phrase. Et puis bien sûr, il y a toujours une grande volonté de rendre l'univers du jeu vidéo extrêmement concret. On retrouve certains des monstres qui s'appellent les Death Claws ou un truc dans ce genre-là, qui ressemblent à des espèces de démons. Clairement, dès que tu vois le monstre arriver, tu fais « Ah, ça doit être une grosse allusion au jeu ». Il y a tout un truc avec des scorpions aussi qui arrivent à un moment. Il y a tout un tas de décors qui ressemblent énormément aux décors du jeu. Je n'ai pas fait le jeu, mais j'ai fait un petit Google vite fait image. Et clairement, tu reconnais les décors et tu reconnais les environnements. Donc les joueurs seront toujours contents de ça. Il y a toujours quelques séquences qui jouent sur le système de jeu avec les balles et le fait de tirer un peu au ralenti, parce qu'il y a un côté un peu RPG au truc. Mais surtout, tous les décors font très vivants, font très réels, font très habités. C'est filmé avec des grands angles qui vont déformer les angles, il va y avoir des lens flares et des reflets un peu partout. Tout un tas de trucs pour vraiment que l'univers ait l'air extrêmement concret et réel. Et notamment, encore une fois, toutes les armures sont des armures réelles, c'est pas des armures en CGI, c'est des armures réelles qui ont été tournées sur le tournage, donc pour que tout ça ait l'air réaliste. Donc il y a toujours la même volonté de bien traiter le jeu de base, mais je trouve qu'on a un tout petit peu perdu ce ton caustique de la saison 1, et c'est ça qui est un petit peu décevant à mon sens pour cette nouvelle saison. Il y a The Pitt, saison 2 qui est en cours. J'en ai parlé vite fait avec dans les tops rapidement du début de l'année parce que je l'avais rattrapé juste avant de faire les tops. C'est une série médicale qui est produite par HBO Max avec Noah Wyle, l'acteur qui jouait dans Urgence à l'époque et qui donc revient dans le rôle d'un docteur. Le concept de la série est génial, c'est découpé en 15 épisodes et chaque épisode c'est 1 heure d'une journée de 15 heures dans un centre des urgences. Donc t'as un sentiment de rythme qui est vachement intéressant, tu vis vraiment la vie des personnes qui travaillent en hôpital, tu vois à quel point elles enchaînent constamment les différents trucs, tu vois à quel point elles peuvent passer du rire aux larmes en à peine une scène. Tu vois tout un tas de portraits différents de personnes qui débarquent dans les urgences. Ça permet de traiter tout un tas de sujets sociaux, notamment par exemple ça traite de ICE dans cet épisode-là. Il y a un moment où il y a ICE, donc, qui est cette police de l'immigration en particulier, mais qui devient un peu la police à tout faire de Trump en ce moment, qui débarquent dans l'hôpital et comme ils ont pour habitude d'arrêter des gens un peu n'importe où, y compris là où ils sont censés être en sécurité, par exemple dans les centres d'immigration, où ils vont pour se régulariser, t'as tout le personnel immigré de l'hôpital qui, légal ou pas, se dit putain s'il y a ICE, faut qu'on fasse gaffe, donc tout le monde se barre en fait par exemple quand ils débarquent. Et il y a plein de sujets sociaux comme ça qui peuvent être traités, il y a beaucoup de sujets aussi modernes, là aussi on parle de l'arrivée de l'IA dans la médecine, qui est pas tout à fait au point, et en médecine c'est très important d'avoir un truc qui est 100% au point et qui est 100% fiable. Tu vois vraiment tous les dangers qu'il y a à ce truc-là, et tu vois aussi tout le côté, on est en train d'essayer de nous remplacer là aussi, même en médecine par exemple. Donc ça permet de traiter vraiment de tas de sujets, et il y a tout un tas de personnalités qui sont très intéressantes. Tous les personnages sont très attachants, je trouve. Il y en a auxquels tu t'attaches plus que d'autres, évidemment. Moi aussi j'ai mes favoris, notamment le gars qui travaille dans une ferme, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans la série. Et donc ouais, encore une fois, je vous conseille de regarder The Pitt, parce que c'est vraiment pas mal du tout, et si vous appréciez les séries médicales, je pense que vous allez beaucoup aimer, mais même si vous appréciez pas, franchement, les personnages sont marquants, les patients sont marquants autant que les médecins. Il y a notamment tout un truc par rapport à un personnage qui s'appelle Louis, qu'on avait déjà découvert dans la saison 1 et qui revient en saison 2, et c'est assez touchant tout ce qui l'entoure, donc voilà, si vous appréciez un petit peu l'idée, mais même, c'est pas spécialement fan de shows médicaux, essayez-le, c'est franchement très addictif. C'est une des rares séries qui ne sort pas en binge, mais qui sort de façon hebdomadaire, et honnêtement, à chaque fois qu'un épisode se termine, je suis en mode putain, je vais devoir attendre encore une semaine pour voir la suite, vous faites chier, bordel. Vraiment, c'est une série qui est assez addictive et qui marche très bien.
Et il y a une nouvelle série Star Trek qui a commencé cette année, qui a déjà été annulée avant même que la saison 2 débarque, mais elle a déjà été tournée, donc il y aura une saison 2, ça s'appelle Star Trek Starfleet Academy. Ça se déroule donc dans l'Académie Starfleet, au 24e siècle, donc après tous les événements qui se sont déroulés dans Discovery, et notamment le burn qui a fait exploser tous les cristaux de dilithium de l'univers. J'ai toujours pas compris comment, si tous les cristaux ont été détruits, ils ont pu recommencer à faire des voyages spatiaux. Peut-être que c'est expliqué à la fin de Discovery, mais je m'en souviens plus. Parce que si les cristaux ont tous explosé, où est-ce qu'ils trouvent des nouveaux cristaux pour voyager en vitesse lumière en fait? C'est toute cette histoire de Discovery complètement conne. Mais donc en fait ça a permis de faire une sorte de reset à l'univers de Star Trek parce que la Fédération du coup a perdu de son impact, comme tous les peuples ont été séparés pendant un moment, les relations entre les peuples se sont donc arrêtées, et Starfleet est en train de se reconstruire en fait petit à petit, et on suit une des premières promotions de cadets qui viennent d'un peu partout dans l'univers pour recommencer à relancer Starfleet avec la collaboration entre les différentes espèces. Ce qui peut amener une fois ou deux à certains épisodes plus ou moins intéressants. Il y a un épisode qui se concentre sur le retour de Beta Z par exemple, qui est une des planètes qui est très connue avec des télépathes. C'est pas extrêmement pertinent non plus. En plus, je trouve ça honteux au niveau continuité. Ils ont complètement raté les Beta Z parce qu'ils ont tous en principe des yeux extrêmement noirs, les habitants de Beta Z. Et là, ils ont pas des yeux extrêmement noirs, ils sont tout à fait normaux. J'ai pas compris non plus pourquoi le représentant de Beta Z est sourd, mais il signe pendant absolument tout l'épisode, jusqu'à la fin, où d'un seul coup il parle et il donne une réplique et tu fais mais il peut parler depuis le début, pourquoi est-ce qu'il signe? C'est complètement con. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais alors surtout, le genre de la série est assez insupportable. Aussi assez changeant. Honnêtement, certains épisodes sont plus intéressants que d'autres, notamment tous les épisodes où ils finissent par se retrouver enfin dans une navette. En bonne partie, le truc, c'est que c'est une série de lycée ou d'université américaine, quoi. Vous savez, c'est ces séries où tu suis une bande d'adolescents dans une université quelconque, et tu suis plus leur petit drama personnel et leurs petits problèmes à eux que la grande histoire et le grand récit de Starfleet. Il y a un épisode entier où c'est en gros les deux équipes de rugby ou de machin qui vont s'affronter sur un match de je sais pas trop quoi, pour montrer quelle est la meilleure équipe du truc. Tu fais mais je m'en bats les couilles, mais je m'en contrefous de savoir quelle est la meilleure équipe dans Starfleet Academy, quoi, sur ce sport à la con. T'as tout un casting de personnages dont je n'ai absolument pas retenu les noms parce que j'en ai absolument rien à foutre. Je crois que le héros s'appelle Caleb et c'est tout, c'est tout ce que j'ai retenu. Ils ont chacun leur petit truc, donc il y en a un, c'est un Klingon dont la famille était un trouble, lui il est gay du coup, c'est le premier Klingon gay du coup de l'histoire, et je crois que c'est un des premiers persos gays après les docteurs de Discovery. Il y a la nana qui vient de Beta Z qui est constamment à fleur de peau, il y a une jeune hologramme qui vient d'être construite, donc il y a un premier personnage hologramme qui est dans le truc. Ils ont fait revenir d'ailleurs le docteur de Voyager, et mon dieu, comment il est se fourvoyer dans cette merde. Ce personnage de l'hologramme d'ailleurs, je la trouve assez insupportable. En fait, grosso modo, il la traite comme étant une gamine, parce qu'elle vient tout juste de naître. Et donc il la traite comme si c'était une enfant de 8 ans, mais dans un corps d'adulte. Ça me rappelle un petit peu du coup Alien Earth. Donc il y a aussi ce genre de truc où tu vois une adulte se comporter comme une gamine, et du coup c'est ultra irritant à mon sens. Mais en plus ça n'a pas vraiment de sens, parce que quand tu crées un hologramme, tu le crées pas avec une personnalité de nouveau-né en fait. Il a déjà une personnalité qui est codée à l'intérieur. Et du coup, elle est pas censée se comporter comme une gamine, elle est censée se comporter comme un personnage qu'on a créé en hologramme. Elle part pas de zéro en principe. Et elle a tout un épisode qui est autour d'elle, et l'épisode démarre en disant « C'est une histoire à propos de moi », et elle te raye le titre du truc au début avec un feutre rose. Le personnage principal qu'on va suivre, c'est donc Caleb, qui est un jeune gamin qui a été séparé de sa mère par Starfleet, parce que sa mère avait commis un crime, et elle a été condamnée du coup à aller en prison. Et au lieu de rester à Starfleet, et du coup d'avoir une possibilité de revoir sa mère à un moment ou à un autre et de la visiter en prison, qui était une prison de Starfleet, ce crétin de gamin s'est barré, donc du coup il a vécu une vie de rebelle, en mode Han Solo un petit peu, en mode vaurien. Et il finit par retrouver la nana qui l'a condamné, qui est la capitaine d'un vaisseau et qui va devenir la chancelière de l'université, je crois qu'ils appellent ça la chancelière. Et elle s'en veut énormément de ce qu'elle a fait à cette famille, d'avoir séparé cette famille, et donc elle va lui demander d'arriver à Starfleet Academy, de suivre les cours à Starfleet Academy, avec le reste. Et le mec se la joue méga rebelle dans l'épisode 1, et très franchement, avant le dernier épisode où on va reparler véritablement de sa mère, il oublie complètement qu'il est rebelle et il s'insère complètement dans le groupe de personnages. C'est vraiment un rebelle de pacotille. Il y a tout un épisode où tu le vois qui est en train de faire le con avec sa fermeture éclair pour faire chier les gens et faire du bruit ou faire un machin. Il mange un fruit qui est beaucoup trop fort, qui a beaucoup trop de goût, et du coup il va leur cracher à moitié. En gros, il est traité comme un clown pendant tout le truc. C'est censé être le personnage sombre, rebelle, ténébreux et tout le bordel, et il est traité comme un clown pendant absolument toute la série. Il y a des fois d'un seul coup les personnages se mettent à nouveau se détester ou à nouveau s'engueuler, etc. et tu comprends pas pourquoi. La série est assez absurde, il y a un personnage qui vomit des paillettes. C'est le truc de sa race, il vomit des paillettes. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
J'ai notamment énormément de haine pour la chancelière de l'équipe, qui est... Alors c'est ces nouveaux personnages, je sais plus comment ils s'appellent exactement, qui sont une espèce d'extraterrestre qui vit extrêmement longtemps. Il y en a une qui est l'ingénieur dans Star Trek Strange New Worlds. La nana passe toute la série pieds nus, parce qu'elle ne supporte pas d'avoir des chaussures, et donc elle est pieds nus pendant toute la série. Et elle est avachie sur le fauteuil du capitaine pendant tout le truc. Et moi je suis désolé, mais tu respectes le fauteuil du capitaine. C'est pas le genre de position où tu peux te permettre d'être avachi dans ton truc, avec les jambes au-dessus des accoudoirs, en train de lire ton bouquin avec la tête à l'envers, un truc dans ce genre là, c'est... Et en plus, généralement pieds nus. Elle est tout le temps en train de s'affaler sur des canapés, sur des banquettes, sur des trucs dans ce genre là. Il y a un moment où elle crie à un élève de sortir de son bureau, et elle fait « Ouh !» en bougeant, en battant des pieds comme ça, mais comme une gamine de 8 ans, quoi. Tu fais « Mais putain, mais... Vous savez que vous filmez des adultes quand même à un moment dans cette putain de série. Est-ce qu'ils pourraient se comporter comme des adultes à un moment, ou est-ce qu'ils doivent vraiment se comporter que comme des ados débiles, quoi ?» I think I swallowed my com badge. Already. J'ai pas apprécié ce personnage du tout, il y a un manque de respect profond dans ce truc, et grosso modo, c'est encore une fois, ils savent pas ce que c'est Star Trek, les personnages jurent constamment, ils s'insultent tous les trucs, alors que c'était tout le truc des autres saisons, c'est qu'on est allé au-dessus de tout ce genre d'injures et d'insultes, des trucs dans ce genre-là, et donc on est censé avoir un langage beaucoup plus lettré, etc., etc. Dès le premier épisode, tu vois qu'ils comprennent rien quand, après avoir réussi à échapper à des pirates, ils ordonnent de faire feu sur le vaisseau et de buter tout l'équipage. Donc Starfleet, c'est des meurtriers maintenant, pas de diplomatie, pas de procès, pas de prison, pas de quartier. Ils ont tous leurs petits problèmes psychologiques, ils ont tous leurs petits trucs qui va leur arriver à certains moments, et très franchement, c'était assez saoulant à regarder. T'as des trucs complètement aberrants, même dans le lore de l'histoire même, parce que t'as tout un truc où... en fait, ils ont plus fait Starfleet, ils ont recréé une armée complète, en fait, sur Terre. Ils ont recréé un groupe armé. Tu fais, pourquoi vous avez un groupe armé? Parce que vous êtes tellement éloignés les uns des autres que même avec le voyage stellaire le plus rapide, vous pouvez pas aller d'une planète à l'autre. Donc vous avez pas de menace à affronter, donc y a pas de raison de redevenir un truc militariste. Vous avez arrêté d'être militariste parce que l'humanité avait progressé. Au prétexte que vous êtes coupé d'un seul coup d'autre planète, vous allez régresser, je vois pas pourquoi, ça a aucun putain de sens. Maintenant du coup que Starfleet existe à nouveau et qu'il commence à essayer de réassembler les planètes entre elles, pourquoi tu gardes du coup l'école militaire à côté de Starfleet Academy? Pourquoi tu convertis pas simplement l'école militaire en un autre truc, et du coup ils jouent sur une espèce de rivalité à la con entre les mecs de Starfleet et les mecs de l'Académie militaire? Genre de rivalité qui est absurde et qui devrait pas exister justement dans ce genre de monde, parce qu'on est au-delà de ce genre de délire. Il y a toute une histoire qui est centrée sur le docteur et rien n'a de sens dans cette histoire. D'un seul coup ils font revenir Tilly de Discovery, qui est donc la nana qui était rousse, qui débarque pour être leur prof d'art et devenir grosso modo leur psychologue. Mais pourquoi ça a jamais défini le personnage dans Discovery, donc pourquoi est-ce que c'est elle qui vient faire ça? Ça n'a aucun putain de sens. L'histoire va être liée en bonne partie pour le scénario au personnage de l'hologramme, et on va lui créer toute une histoire avec le docteur qui est donc du coup aussi un hologramme, et d'un seul coup le docteur il veut pas s'attacher à qui que ce soit et il veut pas avoir de relations intimes avec les gens, parce que dans un épisode de Voyager qu'ils vont citer à un moment, il avait créé une famille holographique et il l'a perdue, et du coup il veut plus s'attacher aux gens, et tu fais mais t'as fait une saison entière de Voyager ensuite, enfin 4 saisons entières de Voyager ensuite où t'as eu des relations avec les gens sans aucun problème, donc pourquoi est-ce que d'un seul coup maintenant t'as ce problème là? C'est vraiment juste pour créer ce scénario là en fait. C'est très bizarrement foutu. La série adore foutre tous les mecs à poil. Que ce soit dans leur lit, dans leur vestiaire, dans machin, etc. Il y a même un moment où c'est juste le mec il est en vacances et du coup il est au milieu d'un truc en train de bronzer, complètement à poil, juste en caleçon. Il y a de la nudité masculine partout, d'ailleurs la plupart des mecs sont plutôt bien gaulés, je dirais pas l'inverse, mais il y a que les mecs qui sont à poil en fait. Et il y a une scène où il y a une nana à poil et elle est en train de se cacher derrière ses draps. Donc tu vois absolument que dalle, donc tu fais quand même, c'est un petit peu dans un seul sens ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs cette séquence où la nana est nue sous un drap, ça suit une scène de sexe qui évidemment est sur de la musique pop moderne, avec genre la musique pop d'amour ou je sais pas trop quoi, ce qui colle pas du tout en termes de ton. Enfin vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec cette saison. Il y a tout un truc qui se passe autour d'un débat où on va débattre du sort qu'on doit réserver aux Klingons en particulier, et donc il y a plusieurs personnes qui vont sur le pupitre pour présenter leurs arguments, et c'est du coup le jeu, c'est un jeu de débat, un cours de débat. Et autant c'est intéressant de montrer justement, de les forcer à avoir les deux arguments opposés, le bon et le mauvais argument, on va dire entre guillemets, parce que ça respecte un petit peu la zone grise qui est censée avoir Star Trek, mais comment ils résolvent le truc, c'est qu'il y a un mec tout seul qui vient finir par débarquer tout seul au pupitre et qui vient faire son monologue en fait. Il te fait, mais du coup c'est plus un débat, c'est juste un monologue, pourquoi est-ce que ça compte comme le cours? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain d'intérêt. Et c'est la façon qu'ils ont de résoudre cette histoire avec les Klingons. C'est assez absurde parce que les Klingons justement sont tout autour de l'honneur et autour des batailles et des trucs dans ce genre-là, et sans spoiler, cette bataille se déroule sans absolument aucun honneur et sans aucune véritable victoire. Et jamais les Klingons n'accepteraient ça, mais comme c'est le show Star Trek, paillettes, fleurs et tout le bordel, littéralement paillettes avec le personnage qui vomit des paillettes et tout le bordel,
Évidemment, ça se résout comme ça, mais tu fais, mais quand t'es fan de Star Trek, ça n'a aucun putain de sens qui est en train de se dérouler devant tes yeux, quoi. D'ailleurs, vraiment, c'est une parodie d'eux-mêmes à ce niveau-là. C'est un moment où t'as la prof du truc qui parle des jeunes de Beta Z qui veulent que la planète rejoigne, du coup, Starfleet. Et elle fait « Oh, de l'activisme, j'adore ça !» Tu fais « Oh, mon Dieu, mais vous devriez aller encore plus loin sur ce côté-là, quoi. Ce côté, on est très politique et tout le bordel. Franchement, je trouve que ça se sent pas avec des répliques comme ça. Vous pouvez faire encore plus. Il y a un épisode qui marche bien, c'est l'épisode 6, qui est le seul épisode qui se déroule dans un vaisseau. Il y a tout un truc par rapport à un vaisseau à récupérer en particulier, qui est lié au grand méchant de l'histoire. Le grand méchant qui était un peu parodique aussi. Il y avait des grands méchants très très classe dans les Star Trek jusque-là. Et là, c'est vraiment, c'est un clown, quoi. C'est une parodie de grand méchant. Et tu sais pertinemment sur quoi est-ce qu'il va les niquer, comment est-ce qu'il va les niquer, etc. Et il le voit pas venir à des kilomètres. J'ai pas aimé du tout. C'est une des plus mauvaises séries Star Trek que j'ai vues. Je dirais que c'est pas pire que Discovery cela dit, parce que au moins c'est axé sur la collectivité et sur les différences, et chacun a son truc à apporter dans les histoires, etc., etc. Les personnages sont pas fascinants, sont pas très attachants, etc., etc., mais contrairement à Discovery qui était entièrement centré sur Michael Burnham et qui comprenait pas du tout le principe de Star Trek et de la collaboration, etc., etc., qui a été très axé sur la section 31 aussi, qui est un des pires trucs qui a été créé dans Star Trek, au moins là, il n'y a pas ce défaut-là, quoi. Donc je dirais que c'est un petit cran au-dessus de Discovery, mais vraiment juste un tout petit cran, parce que pour le reste, le côté teenage drama dans Star Trek, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Et surtout un Star Trek qui se passe entièrement sur Terre, quasiment, mais quel est l'intérêt ? Je m'en fous, je m'en bats les couilles complètement, quoi. Donc voilà, Starfleet Academy, je ne recommande pas du tout. Du tout, du tout. Ensuite, on a Wonder Man, la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe, donc à la télévision. C'est réalisé par co-réalisé par Dustin Daniel Cretton, qui a réalisé Shang-Chi et qui va réaliser le nouveau Spider-Man Brand New Day qui va sortir. Et c'est assez particulier, je crois que c'est un Marvel Spotlight, donc c'est ces histoires de Marvel qui sont dans l'univers de Marvel, mais qui sont pas complètement essentielles à l'histoire principale, qui sont vraiment des histoires un peu plus subsidiaires et secondaires, comme ils avaient fait par exemple tout le truc avec le loup-garou, je sais pas trop quoi. Echo aussi était un Marvel Spotlight. Et le truc c'est qu'en fait c'est tellement éloigné maintenant du MCU dans cette histoire, c'est bien parce que ça change du coup des récits habituels, mais t'es tellement éloigné qu'au final tu te demandes vraiment ce que ça vient foutre dans l'univers Marvel. Et honnêtement, ça va pas assez loin dans ce que ça essaye de faire pour être vraiment intéressant en tant que tel, en fait, en tant que série indépendante. Ça raconte l'histoire d'un acteur qui est joué par Yahya Abdul-Mateen II, qui jouait Morpheus dans Matrix 4, qui est un acteur à Hollywood qui essaye d'avoir des rôles, et qui notamment voudrait jouer un super-héros qui s'appelle Wonder Man, qu'il avait découvert avec son père quand il était petit. Et il a un problème, c'est qu'il a des super-pouvoirs de super-héros, on explique même pas d'où ils viennent, il n'y a pas d'origin story, pas d'explication au pouvoir, que dalle, il a juste des pouvoirs. Donc ça montre justement à quel point ça aborde pas du coup le côté super-héros finalement dans le truc. Et en fait, il y a un petit peu comme à l'époque du communisme, des règles qui empêchent les super-héros de tourner dans les films hollywoodiens, notamment parce que c'est des dangers au niveau des assurances, parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a un épisode entier qui est axé sur un super-héros qui s'appelle Doorman, donc le portier en gros, et qui est un portier dans une boîte de nuit, et il acquiert le pouvoir de devenir une porte et de faire transiter les gens à travers lui comme un tunnel, un trou de verre par exemple dans l'espace. Et pendant un tournage, il y a un problème qui se passe avec l'exploitation d'un de ses pouvoirs pour un effet spécial d'une des scènes, et depuis ça, ils ont plus le droit de tourner à Hollywood. Et donc du coup, si on apprend qu'il a des pouvoirs, il peut pas tourner à Hollywood. Et il y a un réalisateur qui est joué par le mec qui joue le dirigeant du pays qui rentre en guerre là dans Superman, qui vient faire un remake de Wonder Man. Et les services de gestion des mutants, en gros américains, soupçonnent qu'il a des pouvoirs et vont essayer de le choper en le poussant à participer à ce casting, notamment en lui envoyant le personnage de Ben Kingsley, donc Trevor Slattery, qui jouait le faux mandarin dans Iron Man 3. La série est axée sur Hollywood en fait, ça parle de casting, ça parle d'acteurs qui essaient d'avoir des rôles, ça parle d'être rappelés, ça parle des rêves des acteurs qui veulent accéder à certains rôles, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire certains rôles, etc., etc. Et il y a donc une amitié qui va commencer à se créer entre le personnage de Trevor et le personnage il s'appelle Simon, j'ai oublié de dire son prénom, le personnage de Yahya Abdul-Mateen. Et en fait, c'est très superficiel, ça essaye de parler effectivement de tout ça, mais ça en parle de façon tellement superficielle et tellement un peu absurde, notamment je trouve que toute la séquence de casting dans la maison du réalisateur est beaucoup trop loufoque, c'est beaucoup trop absurde, c'est un genre de casting comme ça n'a pas vraiment lieu. Et au final, ça fait pas vraiment de commentaires sur Hollywood, parce que on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de blacklisting à l'heure actuelle à Hollywood, comme les communistes à une certaine époque, et t'as pas vraiment l'impression que ce soit non plus le propos du truc, c'est un peu juste un hasard que tu puisses faire un lien entre les deux.
Il y a quelques doubles sens un peu méta, il y a un caméo de Joe Pantoliano dans son propre rôle, il y a une actrice de Severance qui arrive dans la série et qui dit qu'elle a été castée dans Severance. Oui, d'accord, très bien. T'as Yahya Abdul-Mateen qui joue Morpheus dans Matrix 4, qui parle de Matrix avec Joe Pantoliano qui joue Cypher dans Matrix 1. Là aussi, très méta. T'as des personnages qui réalisent un blockbuster qui s'appelle Cash Grab, donc qui est en gros moyen de gagner du pognon, quoi, le film. Ce qui est donc la petite blague par rapport au blockbuster, mais venant de Disney, c'est quand même particulièrement ironique. C'est un petit peu long, il y a des épisodes qui sont pas forcément nécessaires, notamment tout l'épisode de Dorman, je pense que ça aurait pu se faire juste en un petit flashback de quelques minutes et pas besoin de faire un épisode entier là-dessus. Cela dit, c'est pas un épisode très très long, hein. Comme d'habitude, cela dit avec Marvel, c'est des épisodes qui font une demi-heure à peu près. Tout l'épisode 5 avec une histoire de mafieux, elle ne sert absolument à rien. Tu pourrais complètement virer ça du film, ça n'a aucun intérêt, du film de la série. Je suis très mitigé, j'ai rien retenu de particulièrement intéressant en fait dans la série. J'ai pas été particulièrement marqué, je trouve que le portrait d'Hollywood est pas ouf, je trouve que le côté super-héros est vraiment pas du tout mis en avant, parce que genre y a même pas une baston dans la série, hein. Alors y a plein de gens qui sont contents parce qu'ils aiment pas les bastons avec des super-héros, des effets spéciaux, pas des super-héros, les bastons avec des effets spéciaux partout dans les Marvel. Mais regardez la série si vous voulez voir à quel point c'est chiant en fait de faire une série avec des mecs qui ont des super-pouvoirs où il se passe rien en fait. Je recommanderais pas, honnêtement, Wonder Man, je trouve pas ça fascinant, pas extraordinaire, je crois qu'ils sont en train de prévoir une saison 2 déjà. Franchement, je vois pas l'intérêt. Le seul truc que je trouve un peu vrai, c'est ça montre à quel point les acteurs sont chiants sur un tournage. Un acteur, c'est casse-couille sur un tournage. Et il doit faire un rôle dans une seule scène dans une série ou un truc dans ce genre-là. Et il te casse les couilles de la réalisatrice à poser 10 000 questions sur le personnage qui pourrait être intéressante, mais qui, pour un rôle aussi rapide, sont vraiment pas aussi pertinentes que ça. Donc voilà, c'est peut-être le petit truc que je trouve qui passait bien dans l'épisode. Mais sinon, franchement, c'est à peu près tout, quoi. Pas convaincu par Wonder Man, c'est totalement anecdotique et je l'aurais oublié d'ici une semaine ou deux, je pense. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de rattrapage du premier trimestre de 2026. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas tout rattrapé évidemment, mais il y aura d'autres rattrapages à la fin de l'année pour les autres films que je n'ai pas vus dans ce début d'année. J'espère qu'il y a au moins un ou deux trucs qui vous intéresseront. Moi, je vous recommande donc notamment aucun autre choix que j'ai vraiment trouvé très très cool. La série The Pit. En dehors de ça, pas grand chose non plus. We Bury the Dead était plutôt sympathique aussi. Donc voilà, c'est les trois que je vous conseille vraiment dans le groupe. Quant à moi, je retourne au montage de la grosse vidéo qui devrait sortir d'ici la fin du mois normalement, si j'arrive à tourner la dernière séquence qui me manque dans cette vidéo. J'espère donc que tout ça vous aura plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.